Rebonjour à tous. Effectivement, c'est la dernière table ronde de ces rencontres des villes moyennes. On l'a intitulée « Confort d'été en ville, dedans, dehors, de la rénovation énergétique, des bâtiments, des centres anciens aux espaces refuges ». Alors, ce titre, un petit peu à rallonge, pour poser la question de la rénovation énergétique, principalement des logements, avec nos intervenants aujourd'hui. On sait que c'est un enjeu majeur à l'échelle nationale, avec des chiffres qui sont très parlants. Isolde, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. On compte à peu près 5 millions de logements en France qui sont qualifiés de passoires énergétiques, donc qui ne sont pas performants d'un point de vue thermique. Et on a, je crois, un peu moins de 4 millions de ménages qui ont de toute façon du mal à payer leurs factures de chauffage. Donc on commence à avoir un petit peu de recul. Nicolas, tu nous en parleras sur les politiques publiques qui ont favorisé cette rénovation énergétique du bâti pour le logement, mais aussi pour d'autres bâtiments. Et d'ailleurs, on fera l'articulation entre le logement et les espaces publics et les bâtiments publics dans cette table ronde. Donc tout le monde connaît MaPrimeRénov', qui est finalement l'outil, je dirais, le plus connu du grand public pour aider à la rénovation des bâtiments et notamment des logements. On parlera justement très rapidement des travaux simples, mais surtout des programmes qu'on dit accompagnés, et donc qui dessinent des rénovations plus globales sur lesquelles on peut avoir un premier retour d'expérience. On a aussi le recul d'une note, on en parlait tout à l'heure, qui a été rédigée par Nicolas Desquinabo en février 2024, sur justement la rénovation énergétique des logements dans les villes moyennes. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir se pencher sur ce qui a fonctionné un peu mieux qu'ailleurs, avec quelques terrains qui seront mis en lumière. Et voilà. Et du coup, l'objet, c'est vraiment de pouvoir se reposer la question, même si tout le monde en parle, se reposer la question clairement de qu'est-ce qu'un logement dit précaire énergétiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour son occupant, comment est-ce qu'on le mesure, quel profil finalement émerge de cette nomenclature et finalement qu'est-ce qu'on a en face, quelles solutions. Alors on a des solutions réglementaires, on a des outils contractuels. Jean-Philippe Le Gall, je crois que vous allez aussi en parler un peu plus tard, mais on a aussi des outils qui sont plus souples, d'accompagnement, des méthodologies qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte dans ce grand changement vers une rénovation plus performante des bâtiments et puis de l'utilisation des bâtiments qu'on en fait. Alors, du coup, je vais faire un petit tour de table et on va le refaire après dans un second temps, mais j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Stéphane Pfeiffer, adjoint à l'urbanisme de la ville de Bordeaux. Vous avez aussi une double casquette puisque vous êtes président d'Incité, aménageur et bailleur de proximité, qui a d'ailleurs une opération en cours à Libourne. Nicolas Desquinabo, donc on vous a déjà présenté, mais vous êtes un expert en évaluation des politiques publiques et puis auteur d'une note pour la Fabrique de la Cité précédemment. Isolde Vallière, vous êtes chef de projet précarité énergétique à l'ADEME et vous pilotez l'Office national de la précarité énergétique, l'Observatoire national, pardon, de la précarité énergétique. Et si je continue le tour de table, Monsieur Litvak, vous êtes responsable du groupe Construction Bâtiments Durables à la direction territoriale du CEREMA Sud-Ouest. Et puis, vous êtes coordinateur national au sein du CREBA, Centre de ressources pour la réhabilitation du bâti ancien. Et enfin, Jean-Philippe Le Gall, que tout le monde connaît ici, adjoint à la ville de Libourne et puis surtout adjoint à la CALI, en charge du logement et de l'habitat. Donc, si vous le voulez bien, on va enchaîner sur un second tour de table où on va plutôt s'intéresser à ce qui vous rassemble aujourd'hui ici et qui va vous permettre de présenter très rapidement vos structures et peut-être vos dernières missions en lien avec la table ronde avant de passer aux différents enjeux plus thématiques. Du coup, je vais commencer par vous, Jean-Philippe Le Gall. Vous nous avez présenté le projet de Libourne 2030 hier. On voit qu'il y a plein de choses qui sont faites à l'échelle du plan local de l'habitat et qu'il y a des enjeux très forts à Libourne. Qu'est-ce que ces politiques territoriales, ces politiques nationales, pardon, qui retombent aussi, qui se déclinent dans les territoires, vous évoquent? On rentrera plus dans le détail après sur les enjeux de MaPrimeRénov', mais
qu'est-ce que cet enjeu-là de rénovation énergétique dans le logement, dans le centre-ville ancien de Libourne vous évoque? Alors, bonjour à toutes et tous. Peut-être avant de rentrer dans le détail des économies d'énergie ou de la performance énergétique de nos logements, dire que la politique publique de l'habitat, et l'habitat au sens large, le logement, c'est à la base, je l'ai dit hier, de notre point de vue, du contrat social qui lie un citoyen avec sa société nationale locale. Et je crois que dans les expressions d'angoisse qui peuvent s'exprimer chez nos concitoyens, il y a cette question de l'accès au logement et du maintien dans le logement pour soi-même, pour ses enfants, pour ses parents. Et on voit bien à quel point nos concitoyens sont confrontés à des enjeux qui sont des enjeux de précarité, qui ne sont pas de précarité énergétique, qui sont de précarité vis-à-vis de l'accès au logement. Donc c'est une politique publique qui est extrêmement importante pour la Cali, mais pour beaucoup de territoires, je le crois, en considérant que deux choses, c'est que notre responsabilité, c'est d'offrir un logement décent. Bien sûr, au regard des critères qui sont édictés par le Code de la construction de l'habitation ou du règlement sanitaire départemental ici, mais aussi, autant que faire se peut, abordable. C'est donc d'aller produire des logements, d'aller se frotter au marché pour essayer d'atteindre un objectif de loyer ou de remboursement d'emprunt qui soit à peu près conforme au salaire que touchent nos concitoyens. Et la part du logement, vous avez vu ces 30 dernières années, vous regardez combien payaient vos parents, vous regardez combien nous payons aujourd'hui, on verra combien paieront nos enfants demain, combien l'enjeu est grand et difficile. Ce matin, vous avez visité la Calinésie. Quand on fait une piscine, même si elle coûte 40 millions d'euros, c'est assez facile. Alors c'est sans doute techniquement très complexe, mais on prend une entreprise, on fait un chèque, c'est fait. Un gymnase, c'est pareil. La politique du logement, elle est extrêmement complexe parce que si je prends juste cet exemple pour Libourne, les transactions chaque année, c'est 100 millions d'euros. À la grande hache sur l'intercommunalité, ça doit être 300 millions d'euros et dans le budget, on doit avoir 3 millions d'euros. Et encore, on mobilise des moyens, donc c'est-à-dire 1% de ce qui se passe, des flux financiers qui sont sur le territoire. Tout ça pour dire qu'une politique du logement, elle se conçoit déjà avec un objectif politique, me semble-t-il, et moi je l'ai rappelé, logement décent, logement abordable, et elle se conçoit en articulant un certain nombre de politiques et d'outils qui oriente la dynamique de marché. Et c'est extrêmement complexe, parce que ça veut dire que ça part, on a beaucoup parlé de SCOT hier, de PLUI, vous venez parler de PLH, ça passe par des outils de planification, et puis après, ça passe par des outils opérationnels. J'aurai peut-être l'occasion de le développer plus avant, mais je voulais vous dire que avant de parler de précarité énergétique, et on a 50% sans doute de nos logements ici sur le territoire, en tout cas ils sont d'avant 1974, donc a priori il y a un certain nombre de sujets, on fait des choses là-dessus. Je crois qu'il faut avoir en tête le cap politique qu'on pose. Il est pris en main ici sur ce territoire, en considérant autre chose aussi, c'est que les élus considèrent souvent, c'est à Noël que ça tombe, les chiffres de l'INSEE, ils considèrent qu'un territoire va bien si il grandit très vite. Bon, ok, premier indicateur. Et le deuxième indicateur de santé des territoires, il y a eu le congrès des notaires à Bordeaux il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'on le regarde, très sincèrement on le regarde, c'est la valeur foncière, le prix moyen au mètre carré. Certes, c'est un indicateur sans doute de santé ou de dynamisme, je vais plutôt le traduire comme ça. Ça ne peut pas être le seul. Ça ne peut pas être le seul, parce que ce n'est pas un indicateur de satisfaction totale du point de vue des politiques publiques. Donc la difficulté, ou en tout cas l'enjeu, c'est de pouvoir conduire une politique publique qui amène à des logements de qualité, et on va venir sur les performances énergétiques, mais aussi et surtout des logements abordables. C'est comme ça qu'on le traite avec, et c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a des transactions, ça vit tous les jours il y a des permis de construire, tous les jours qu'il y a des dépôts, des changements de locataires, mais il faut une politique publique forte et pilotée par l'intercommunalité, parce que, à mon sens, c'est de là que ça part. Merci. Du coup, je me tourne tout de suite vers vous, Stéphane, pour rebondir, puisque vous avez la double casquette d'élu et puis de président quand même d'Incité, et on peut dire presque d'opérationnel, même si vous êtes dans les instances de gouvernance. Qu'est-ce que ça vous évoque, les chantiers de précarité énergétique, notamment à Bordeaux? Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Bon, je ne me considère pas comme un opérationnel en étant président d'Incité, hein. C'est pas moi qui mets les mains dans les dossiers
et qui fait les chantiers. Mais c'est vrai que d'avoir la casquette et d'adjoint au maire et de président d'une structure qui a des concessions dans le centre de Libourne, de Castillon, de Bordeaux, qui anime des programmes d'accompagnement à la rénovation de l'habitat, ça permet effectivement de se rendre compte aussi d'un certain nombre de difficultés et de réalités concrètes. Toujours est-il que la question de la rénovation énergétique des logements, à mon avis, il faut l'avoir à deux échelles. Une échelle hyper macro, considérant que le logement aujourd'hui, c'est un des 3 principaux postes d'émissions carbone sur le territoire national, et que donc de fait, si on veut s'inscrire dans une stratégie de neutralité carbone d'ici 2050, on n'y sera pas, mais en tout cas c'est la trajectoire qu'on est censé suivre, la question du logement est essentielle. Donc il y a une vision macro sur l'impact qu'on peut avoir derrière, sur les crises climatiques, etc. Et puis il y a une vision très micro qui est à l'échelle de l'habitant du logement. C'est-à-dire qu'il vit dans des mauvaises conditions, il a froid l'hiver, il a chaud l'été. J'ai découvert cet été le terme de bouillard énergétique après celui de passoire énergétique. Je ne savais pas quand. C'est la Fondation Abbé Pierre qui appelle ça comme ça. Donc il y a un impact concret sur la vie des gens. La qualité de vie, le porte-monnaie, parce que forcément un logement qui est mal isolé, c'est du chauffage supplémentaire. Donc certes, c'est des émissions carbone, mais c'est aussi des zéros supplémentaires chaque mois. Donc on voit que là, on est typiquement sur un sujet qui lie les préoccupations environnementales et les préoccupations sociales. Et je rejoins ce que tu as dit juste avant sur le fait que le logement, c'est probablement une des premières pierres qui nous permet de faire société. Et aujourd'hui, c'est impossible de demander à des gens de participer à un projet de vie collectif si le soir, ils rentrent chez eux, ils ont froid, ils ont chaud, ou leurs enfants ne peuvent pas grandir correctement parce que le logement est très humide et qu'il y a des problèmes de santé derrière, etc. Donc c'est vrai que c'est un enjeu prioritaire d'un point de vue macro et d'un point de vue micro. Donc je pense que ça mérite effectivement toute notre attention. Merci. Nicolas Desquinabo, vous avez évalué des politiques territoriales avec un échantillonnage de villes, on peut dire de villes moyennes, dont vous avez tiré une note. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces principaux enseignements? Alors évidemment, on pourra en parler pendant des heures peut-être, mais de manière synthétique. Ce qu'il faut en retenir, et on y reviendra après par la suite plus en détail. Oui, alors donc moi j'ai évalué en fait des politiques de rénovation énergétique depuis 2012 là, donc au niveau national, régional et local. Et donc pour cette note, en fait, au total, j'ai évalué une cinquantaine de territoires en France, là, sur un peu plus de 10 ans. Et j'ai fait 2 choses. Hein. C'était comparer, mais ça c'était plus sur des données en général, comparer le rythme de rénovation énergétique moyen en France à celui d'un échantillon de villes moyennes. Bon, c'était plutôt pour faire un état des lieux général. Et puis après, surtout, l'idée c'était de prendre parmi les 50, j'avais une grosse dizaine de territoires qui étaient nettement au-dessus du rythme moyen français, et donc de faire un focus là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des territoires qui avancent beaucoup plus vite sur ce rythme de rénovation énergétique. Sachant que, vous l'avez déjà dit au tout début, le gros point de départ, hein, c'est que les politiques de réno énergétique en France, depuis toujours d'ailleurs, elles sont divisées en 2. Enfin, il y a 2 grands ensembles. Hein. Il y a un ensemble qui vise les gestes simples, qui sont essentiellement changer son chauffage, qui était le crédit d'impôt d'abord, pendant longtemps, qui est devenu MaPrimeRénov' simple, et puis après, petit à petit aussi combiné souvent aux fameux certificats d'économie d'énergie, hein, qui sont aussi un moyen en fait semi-public. Et de l'autre côté, vous avez des rénovations qui sont aidées, qui sont des rénovations avec au moins plusieurs gestes, qui sont avec des conditions de gain, et qui sont accompagnées. Et d'ailleurs maintenant, alors cette branche-là qui intéresse les collectivités, parce que souvent c'est les collectivités qui les pilotent localement, hein, c'est des programmes locaux. Il y a eu plusieurs noms, hein, c'était Habiter mieux, puis Sérénité, et maintenant ça s'appelle d'ailleurs Parcours accompagné, ce qui au moins souligne une de leurs spécificités, c'est que c'est accompagné. Alors que toute la partie simple n'est pas accompagnée. Mais j'y reviendrai parce que c'est un point assez important. Mais pour que vous ayez quand même les ordres de grandeur, c'est que la partie simple, si on cumule avec les C2E, ces dernières années, hein, c'est autour de 5 à 6 milliards d'euros par an qui financent donc, je vous dis, des changements de chaudière. Là, ça baisse en ce moment, essentiellement. Et la partie accompagnée, qui intéresse beaucoup les collectivités, c'est un peu moins de 1 milliard d'euros par an. Bon, là, ça va monter, je pense, un peu. Mais donc, premièrement, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et là, ce dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure, c'est cette partie-là. Hein, c'est cette partie des programmes qui sont pilotés par les collectivités locales avec de l'argent massivement de l'ANA, mais on ne verra pas que.
de l'ANA, donc au niveau national, et qui sont accompagnés, où les ménages sont accompagnés par des opérateurs. On verra que ce soit pour des maisons individuelles, des copropriétés ou des bailleurs. Merci. Je reviendrai là-dessus Oui, après. Ouais. tout à fait. Andras Litvak, vous êtes expert dans la construction durable, notamment avec une spécificité autour du bâti ancien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos travaux au sein du CREBA et des solutions innovantes que vous y développez? Oui, donc bonjour et merci encore pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici. Donc effectivement, je travaille au CEREMA, qui est un établissement public qui traite toutes les questions liées à la transition écologique et aux politiques publiques en lien avec l'adaptation au changement climatique et en particulier dans le domaine du bâtiment. Et depuis quelques années, on a la joie et l'honneur de coordonner un travail collectif, en particulier avec Cité Remarquable, donc l'occasion pour moi de saluer Martin Malvy, sur un centre de ressources qui s'intitule CREBA, sur la réhabilitation responsable du bâti ancien, et qui tient compte en fait des qualités du bâti ancien, et comment le bâti ancien peut être une opportunité pour répondre et non pas une contrainte. On est dans une magnifique salle, un bâtiment ancien, et comment il peut offrir des réponses à cette transition écologique nécessaire au regard des politiques publiques. Et donc, ce que je propose de faire, c'est de définir très rapidement ce qu'est le bâti ancien. Il faut savoir qu'on a parlé de parc immobilier résidentiel. Le parc français, c'est environ un peu plus de 30 millions de logements. Et on a tendance à découper ce parc en 3 grands groupes relativement équivalents, donc d'une dizaine de millions de logements. Le premier, c'est celui qui date d'avant 1948. Le deuxième, c'est celui qui est entre 1948 et la première crise pétrolière, donc les 30 Glorieuses, la reconstruction. Et le dernier, c'est celui qui, postérieur à la crise pétrolière et donc aux réglementations thermiques qui imposent l'isolation. Donc on a des typologies constructives avec des matériaux qui sont spécifiques à chacune de ces trois époques. Et donc le bâti ancien, donc avant 1948, très précisément le 1er septembre 1948, pour des questions réglementaires. En fait, lorsqu'on regarde la performance énergétique de ces bâtiments, on se rend compte que c'est pas les pierres, que c'est la période de la reconstruction, les 30 Glorieuses, qui présentent des performances de l'ordre de 400 kWh par mètre carré par an, alors que, donc bien évidemment, le meilleur, enfin, je ne vais pas spoiler, mais c'est forcément les bâtiments qui sont isolés. Mais donc le bâti ancien, lui, a une moyenne de 200 kWh, donc 2 fois meilleur, mais largement perfectible. Enfin, 2 fois meilleur que les 30 Glorieuses, mais largement perfectible. Et donc on se propose, avec ce collectif de travail du CREBA, donc qui est un centre de ressources qui a été créé donc, à l'initiative de Cité Remarquable, avec le CEREMA en tant que pilote, avec Maison Paysanne de France, l'école d'archi de Toulouse et l'ENSAM de Cluny, l'école d'ingénieurs de Cluny, donc pour apporter des outils d'un centre de ressources, des outils opérationnels et des outils d'accompagnement de la montée en compétences des professionnels pour mener de front trois enjeux qu'on veut mener, mais de manière équilibrée. C'est pour ça qu'on appelle ça la réhabilitation responsable du bâti ancien. Donc, on veut, la première réponse, c'est une réponse sur les enjeux d'impact environnemental et énergétique, donc améliorer l'efficacité des bâtiments, mais tout en préservant la qualité architecturale et patrimoniale de ces bâtiments, donc une approche culturelle, et 3, une très très bonne compréhension technique du bâtiment, notamment par rapport aux aspects hygrothermiques. Donc là, on est plus dans le métier de l'ingénieur, de manière à ce que les travaux de rénovation amènent vraiment de l'efficacité. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai amené des plaquettes pour ceux qui voudront. On a rédigé à plusieurs mains, donc aujourd'hui il y a une douzaine de partenaires, une charte de CREBA, de recommandations pour mener cette réhabilitation responsable du bâti ancien. Et on va pouvoir voir comment tout ça peut se mettre en musique avec les acteurs et toute la filière. Super. Merci.
Isole de Vallière, cette fois-ci je ne vais pas me tromper, en tant que pilote de l'Observatoire national de la précarité énergétique, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la précarité énergétique et sur quel indicateur on se fonde pour qualifier un logement de passoire thermique énergétique? Merci. Alors effectivement, la définition de la précarité énergétique, elle est inscrite dans la loi du 10 juillet 2010, la loi Grenelle de l'environnement, et cette définition est assise sur celle du droit au logement, la loi Besson de 90, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait référence à l'insatisfaction des besoins élémentaires de l'occupant du logement en raison d'un logement qui est défaillant, mal isolé, et des ressources insuffisantes. Donc à partir de cette définition légale, on a cherché à identifier des indicateurs qui permettaient donc d'apprécier le nombre de ménages qui ne pouvaient pas se chauffer en raison de leurs ressources et d'un logement inadapté, ou se chauffaient mal, trop au regard donc de leurs ressources, et donc évidemment ça se manifestait par des impayés. Donc c'est à partir de cette définition-là que l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui a été créé suite à cette loi Grenelle de l'environnement 2, donc cet observatoire a été confié à l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, et donc il a fallu mettre au point différents indicateurs, parce qu'on voit bien qu'entre les ménages qui se chauffent trop pour avoir un minimum d'inconfort et ceux qui ne se chauffent plus après avoir connu une situation d'impayé, voire d'endettement, voire de surendettement, ce ne sont pas les mêmes indicateurs. Donc on a retenu 3 indicateurs. Je dis on, c'est le CSTB, c'est toute une équipe d'économistes qui ont travaillé sur cette définition-là, à partir d'une base de données qui est l'enquête nationale de logement, donc 2006, 2013, et aujourd'hui on travaille sur celle de 2020, pour justement apprécier l'évolution du phénomène. Donc 3 indicateurs: le taux d'effort énergétique, c'est-à-dire la part des dépenses d'énergie sur les revenus des ménages, des 3 premiers déciles de revenus, c'est-à-dire les 30% des ménages les plus modestes, avec un taux d'effort énergétique de 8%, c'est-à-dire 2 fois la médiane. Voilà, on considère qu'un ménage est dans la précarité énergétique s'il a des dépenses 2 fois supérieures à la moyenne des Français, et qui fait partie des 3 premiers déciles de revenus. Donc ça, c'est un premier indicateur, qui est un indicateur économique très facile à suivre, et qui nous est renseigné tous les ans par le CGDD, le Commissariat général au développement durable, du ministère de la Transition énergétique, qui le modélise, faute d'avoir des données de l'enquête nationale de logement 2020, puisqu'on attend encore les revenus. Premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est celui qui exprime la notion du ressenti du froid, qui est donc celui qui exprime le mieux, disons, le moins mal, parce que c'est toujours un peu compliqué de retenir un indicateur d'expression d'un inconfort. C'est celui donc qui est celui du ressenti du froid, qui est aussi extrait de l'enquête nationale de logement. Vous avez-vous connu au cours de l'hiver dernier, de l'hiver précédent l'enquête, une sensation de froid pendant 24 heures, et si oui, pourquoi? Et donc on voit les raisons qu'on essaye d'étayer le mieux possible. Donc voilà, deuxième indicateur, c'est celui du froid, des 3 premiers déciles de revenus, là aussi pour qu'on ait la même population qui concerne les ménages revenus modestes. Et puis troisième indicateur, qui est un indicateur très intéressant, mais qu'on a du mal là aussi, faute de données à renseigner, c'est celui du BRDE, c'est-à-dire bas revenu dépenses élevées. C'est-à-dire les ménages qui devraient se chauffer à une température conventionnelle et qui, en fait, les ménages qui, pardon, je vais la prendre autrement, les ménages qui basculeraient sous le seuil de pauvreté s'ils se chauffaient convenablement dans leur logement. Voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir 3 indicateurs dont on additionne le nombre de personnes concernées, en enlevant évidemment les doublons sur le plan statistique, et on arrive à ces 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique en France et dont les profils
sont évolutifs, mais j'y reviendrai. Ouais, on y reviendra sur les types de profils, merci beaucoup. Alors Nicolas, on va peut-être enchaîner sur justement l'évaluation des politiques territoriales que vous avez analysées avec un échantillon de diverses villes moyennes. Peut-être nous expliquer ce que vous avez évalué, sur quel temps finalement et avec quels résultats, quels sont les meilleurs élèves de l'analyse. Je crois que vous avez on va passer votre support. Déjà pour donner le cadre un peu de référence, c'est donc les politiques. Donc on est sur les politiques dont je parlais de rénovation, enfin de soutien à la rénovation performante accompagnée, hein, donc qui est pilotée par l'ANA depuis un moment. On peut distinguer 3 catégories, hein, grosso modo. Vous avez les aides de l'ANA qui sont aux propriétaires occupants modestes depuis longtemps. Il y a les copropriétés, hein, par ailleurs, où là depuis pas longtemps, il y a tous les copropriétaires qui sont soutenus. Et puis il y a la question des bailleurs, qui eux aussi, alors eux pour le coup c'était la population qui était aidée dans les années 2000, hein, initialement. Après ça a baissé, et là c'est toujours à un niveau assez bas. Donc vous avez ces 3 catégories. Pour vous donner les ordres de grandeur où on en est, donc dans toutes ces rénovations qui sont donc des rénovations en général qui visent donc à être au-dessus de 35, en général c'est entre 40 et 50% de gains énergétique, hein, qui est alors conventionnel, mais je reviendrai là-dessus sur le point entre le conventionnel et le réel. Et donc, sur ces 3 ensembles, donc vous avez les maisons individuelles, les propriétaires occupants en maisons individuelles, hein, l'ordre de grandeur annuel. Donc là, c'est pour ça que je vais expliquer ce que ça veut dire x 3,5. C'est qu'on est à peu près, par rapport à la population éligible, hein, ce n'est pas tous les propriétaires occupants, on est sur des rythmes qui sont pas loin de 1% par an. D'accord, c'est-à-dire que chaque année, vous avez 1% de ce parc ciblé qui passe par une rénovation, disons, performante au sens de l'ANA en tout cas, c'est-à-dire entre 40 et 50%. Là, je parle avant le 1er janvier 2024 où ça a changé, je reviendrai là-dessus. Après, il y a les copropriétés. Les copropriétés, c'est un peu moins, hein, c'est 0,34. Initialement, c'était que les copros en difficulté, qui avaient aussi des problèmes d'impayés, qui étaient ciblés. Maintenant, c'est plus large. Et au niveau des bailleurs, alors là c'est tout petit, parce qu'il y a quand même les maisons, les monopropriétés de bailleurs et les logements vacants étant ciblés. Là on est plutôt autour de 0,1%, hein, donc c'est vraiment très peu. Par contre, il y a beaucoup de rénaux de bailleurs qui se font hors ANA, hein, ça c'est autre chose. Parce que dans les dispositifs comme ça, vous parlez du logement abordable, il y a des nécessités de conventionner et d'avoir des niveaux de loyer. Il y a pas mal de bailleurs en zone tendue, hein, qui ne passent pas par ça. Ça c'est juste pour donner... Et donc, à partir de ce cadre national, le premier point, c'était de comparer avec un échantillon large de villes moyennes. Ça, c'est juste pour avoir un peu les ordres de grandeur, avant de rentrer plus en détail. C'est que sur les maisons individuelles, là, l'ordre de grandeur, c'est que l'échantillon de villes moyennes, c'est plutôt de l'ordre de 50% plus élevé en rythme. C'est-à-dire qu'il y a plus de rénovation que la moyenne nationale. Alors, c'est difficile d'avoir des parcs exactement comparables, etc. C'est des ordres de grandeur. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de villes moyennes quand même qui sont assez dynamiques là-dessus. C'est d'ailleurs, quand je parle de villes moyennes, évidemment, c'est des agglomérations à chaque fois. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons individuelles qui sont autour. En copropriété, par contre, au moment où j'ai regardé les données, qui étaient 2022-23, 21-22 plutôt, à ce moment-là, c'était beaucoup en dessous de la moyenne nationale, les villes moyennes. Pour une raison simple, moi j'ai évalué le programme pour l'ANA, programmes nationaux, hein, sur l'évaluation de copro. Tous les exemples qu'on avait en 18-19, c'était des métropoles. Ça a commencé dans les métropoles, même pas toutes d'ailleurs, certaines sont venues assez tard. Les programmes de copro, c'est venu quand même assez tard, hein, à part certaines métropoles qui étaient assez en avance, hein, notamment il y avait Grenoble, il y avait en Alsace, etc. Mulhouse, Strasbourg. Et donc les villes moyennes arrivent encore derrière. Par contre, vous allez voir, il y a des exemples où là, ça peut très vite remonter, mais les copropriétés, il faut savoir, c'est que ça met très longtemps. Hein, donc quand vous commencez un programme, vous allez avoir des rénovations en masse plus tard. Même parfois beaucoup, beaucoup plus tard. Parce qu'il y a tous les temps de réunions, négociations, vote de la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc vous n'êtes pas du tout sur les mêmes timings que les maisons individuelles, c'est normal. Et donc voilà. Et sur les bailleurs, les villes moyennes aussi, ça ne m'a pas étonné, parce que dans les cas précis que j'avais vus, c'était le cas. Vous avez pas mal de villes moyennes qui sont assez dynamiques sur les bailleurs. Alors ça reste des petits rythmes, hein, mais c'est des rythmes qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne nationale qui est assez basse.
notamment pour les raisons que je vous donnais, hein, qui est que bon, les bailleurs ils sont pas forcément motivés d'ailleurs pour faire des travaux, et encore moins en zone tendue quand on leur demande un loyer maximum. À partir de là, ça c'est le premier point. Et après le deuxième point, c'est déjà changé là, 2024. Maintenant justement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais pour avant 2024, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui changent au 1er janvier, sur la cinquantaine de territoires que j'avais évalués donc dans les différents cadres de travaux, je suis allé regarder un peu, j'ai recontacté les 5 les plus performants pour un peu actualiser les résultats que j'avais vus, pour voir un peu, pour être sûr que c'est sur la durée, hein, c'est pas seulement juste une année, les rythmes qui étaient très élevés. Et donc vous avez par exemple en Alsace, sur les maisons individuelles, donc là quand je mets x3,5, c'est que bon, la vallée de la Bruche, mais il y avait un autre territoire qui était assez proche. Le Bas-Rhin, c'était vraiment ce qu'on appelle une expérimentation naturelle. C'est que vous aviez deux sous-territoires qui étaient très actifs, les autres qui étaient pas actifs, mais normaux, disons. Et les deux actifs, ils avaient x3 le rythme des autres. Donc on a un peu creusé pourquoi. Et en fait, ce qui les distingue principalement, c'était que depuis longtemps, à la fois parce que là-bas, il y a un département qui est très actif, hein, le Bas-Rhin, sur l'habitat, et les collectivités rajoutaient beaucoup à la base de l'ANA, hein, qui était historiquement 35% ou 50% de 20 000 puis de 30 000 euros de travaux, rajoutaient donc abonder à plus 10 ou plus 16, jusqu'à plus 16 000 euros pour les travaux un peu ambitieux. Donc, il y avait deux effets, hein, c'est-à-dire que vous aviez des rythmes, et ce qui arrêtait ce débat parfois un peu parfois entre volume et qualité, c'est que là ils sont arrivés à faire les deux. C'est-à-dire qu'ils avaient des rythmes plus élevés et le gain énergétique moyen était plutôt par exemple de 50 au lieu de 42 au niveau national. C'est parce qu'ils avaient donc des abondements importants qui étaient notamment pour les travaux plus ambitieux. Deuxième point qui était très spécifique là-bas, alors notamment sur ce territoire, c'est que, là je reviens au contexte, c'est qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques sur les travaux simples hein, chez les gens. Je ne sais pas si vous avez vu ça près de chez vous, ça dépend des endroits, mais là ils avaient beaucoup d'informations hein, localement pour que les gens sachent qu'il y a ce programme qui existe. Parce qu'il y en a pas mal de territoires, la plupart des gens ne savent pas forcément que ça existe. Hein. Les programmes qui sont pilotés par les collectivités avec les aides de l'ANA plus d'autres aides. Et donc vous avez ça qui était très spécifique. Et dans les deux territoires, d'ailleurs, là j'ai pas mis l'autre, hein, qui était Alsace-Bossu, c'était du même ordre de grandeur, et les autres par contre étaient à un niveau moyen. Bon, la petite limite hein, à l'extension à ce moment-là, c'était qu'il faut quand même un investissement particulièrement élevé de la collectivité. Hein. Ça fait beaucoup de moyens. Et donc, évidemment, ça avait cette problématique-là. Mais là, je vais revenir. C'est que depuis le 1er janvier, il y a eu une aide du niveau national hein, qui se rapproche un peu. En fait, ça se rapproche des niveaux qui étaient pratiqués par les collectivités les plus engagées. Mais là, maintenant, c'est le niveau national qui est à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant. On verra. Et pareil, sur des programmes accompagnés. Parce que l'autre problématique, c'est que quand les ménages ne sont pas accompagnés, vous pouvez avoir des travaux là, simples, soit pas pertinents. Et puis il y a aussi beaucoup de fraude à côté des certificats d'économie d'énergie. Et après, sur les copropriétés, donc là c'est autre chose. C'était des territoires un peu en avance. Maintenant, c'est pareil, au bout de quelques années, mais là ça fait déjà 2-3 ans pour le coup que l'ANA avait adopté ça. Petit à petit, il y a eu des retours de terrain, d'expérience, où le principe, c'était les copropriétés ne votaient pas les travaux, parce qu'il y avait une partie qui bloquait, qui avait beaucoup trop de reste à charge, ou pour d'autres raisons qui bloquaient le vote. Copro faut un vote majoritaire. Et donc le principe, qui avait été initié à Grenoble, Murmure en 2011, c'était de faire une aide socle. Donc déjà au minimum, tout le monde a une aide moyenne sur les travaux énergétiques, et puis après, éventuellement, de rajouter un peu plus, un peu moins. Donc ça, c'était... Et donc là, vous voyez, pour le coup, une ville vraiment dite moyenne, assez prototypique, Chalon-sur-Saône, est partie sur une expérimentation là-dessus, avec des résultats. Et donc elle a fait cette aide socle. Elle avait une bonification région aussi pour les travaux un peu ambitieux. La collectivité a rajouté pour les ménages un peu modestes, pour pas que le reste à charge soit trop élevé. Parce que sinon, la copropriété peut devenir une propriété en difficulté, hein, s'il y a trop de reste à charge. C'est assez complexe, les copropriétés. Donc là, vous voyez, on était sur des ordres de grandeur de 4, hein, au moins, de x4 le rythme national à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il y avait des possibilités quand même très fortes d'accélération. Donc là, à chaque fois, nous, on fait des enquêtes aussi téléphoniques ou autres pour voir les gains de conso réels, sachant que là, dans toutes ces expériences, notamment Vallée de la Bruche
Et copropriété, pour les bailleurs, on y reviendra, c'est plus difficile parce que c'était des logements vacants souvent avant, donc on ne connaît pas la conso avant. Mais les gains énergétiques sont effectivement de 40-50%. Alors même que souvent, comme ça a été dit, notamment pour les propriétaires modestes, le gain énergétique, il est supposé être moindre, mais ce n'est pas un problème, là, pour le coup, de DPE dont on parlait tout à l'heure. C'est que les ménages sont en restriction quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ne se chauffent pas au niveau du DPE classique. Là, pour le coup, ce n'est pas forcément un problème du diagnostic performant, c'est qu'ils se chauffent en dessous. Ils chauffent une pièce, ou ils chauffent à 18, ou les deux. Donc, mais malgré ça, quand on a des travaux performants, alors c'est rare que ce soit des rénaux global. Par contre, il y a quand même de plus en plus des rénaux performantes au sens où vous avez l'essentiel des parois qui sont isolées, le changement de chauffage. Vous avez quasiment tout le temps, notamment chez les ménages modestes, notamment en maison, on se rapproche en fait de ce qui était prévu, c'est-à-dire 100 kWh mètre carré, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très positif. Et là, vous parliez du pouvoir d'achat. Là, on a des effets très, très bénéfiques. Alors après, il y a un autre problème, c'est la régulation des tarifs. C'est que, par exemple, dans la vallée de la Bruche, vous avez des énormes gains de pouvoir d'achat de tous les bénéficiaires qui étaient très heureux. Bon, après, il y a eu une augmentation du bois, vous vous rappelez, du bois granulé. Enfin bon, ça, après, ça ne se maîtrise pas. Mais s'il n'y avait pas eu l'isolation, ça aurait été pire, parce que le tarif serait monté quand même. Sur les copropriétés, c'est un tout petit peu plus difficile, parce que vous partez de plus bas. Les copros, ça consomme moins qu'une maison au mètre carré. Par contre, vous avez quand même des gains aussi qui vont être de l'ordre de 40%, avec là, parfois, des petites difficultés pratiques. Enfin, pratiques, c'est que vous avez des problèmes de régulation des températures. Donc souvent, vous n'avez pas forcément le niveau qui était attendu, mais c'est plus, parce que c'est assez complexe, notamment quand c'est du chauffage collectif. Et donc après, pour finir sur les bailleurs, alors, sur Redon, là, c'était de l'accession à la propriété, c'était plutôt des logements vacants, mais pour des occupants. Et sur les bailleurs, là, c'était Vallée-la-Bruche aussi, avait un programme très ambitieux avec beaucoup de soutien, et avait un contexte favorable. Là, c'est clair qu'il faut un contexte favorable, c'est que les écarts de loyer, le loyer en fait de marché était proche du loyer auquel ils devaient conventionner les bailleurs. Donc, il n'y avait pas de frein là-dessus. Les investisseurs venaient de Strasbourg, où le rendement du loyer baissait, et vous aviez une très forte dynamique. Et après, il y a un dernier point sur lequel on reviendra, là je le cite juste, qui est le logement donc, indigne, qui est le point le plus compliqué, avec les centres anciens. Ça, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est encore plus compliqué. Il y a très peu d'expériences où il y a des rythmes élevés en centre ancien, tout est complexe. Par contre, le logement indigne aussi, c'est assez complexe, mais là, j'ai évalué les politiques, là, notamment dans les Hauts-de-France, qui sont très en pointe, sur le logement indigne depuis très longtemps. Et là, Valenciennes, par exemple, que j'ai mis là, mais il y en a d'autres comme ça, en termes de procédures engagées et en termes de logements qui étaient alors soit en insalubrité, soit en infraction au règlement sanitaire départemental, soit qui avaient parce qu'il y a plus ou moins d'indignité, vous avez des rythmes x5 jusqu'à x10 par rapport à d'autres territoires en France. Bon, la plupart des territoires en France, il ne se passe pas grand-chose sur le logement indigne, donc c'est pas facile d'être à x10, mais voilà. Mais là, la base, c'était vraiment assez impressionnant. Mais je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Il y a eu des moyens très importants, mais pas forcément financiers d'ailleurs. On verra, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent changer d'échelle pour arriver à ces rythmes-là. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Philippe Le Gall, ça résonne chez vous, justement, ces conclusions synthétiques de ces programmes accompagnés ? Alors, ça résonne. On a sur le territoire 40 000 ménages. Et si j'en crois les analyses de l'INSEE, on doit avoir 17%, 1700, je crois, ménages en situation de précarité énergétique. Donc je ne sais pas si c'est les ménages qui sont en logement classé F, ou en tout cas selon les critères de décile que vous avez pu évoquer. On est engagé depuis longtemps sur cette question, et on a un tiers aussi de notre population qui est très modeste. Donc c'est un sujet qui concerne la ville de Libourne, et c'est un sujet qui concerne l'ensemble de ce territoire, qui n'est pas le territoire le moins fragile du département, avec des questions qui se posent, y compris dans le maintien à domicile dans la ruralité. On a 3 dispositifs animés qui vivent maintenant, et le premier depuis 2013, donc une OPA classique qui vient surabonder les dispositifs nationaux, une OPA RU ici à Libourne, très charpentée, très musclée, j'y reviendrai, avec un volet plus coercitif, et des subventions boostées, 6,5 millions d'euros sur la durée de l'OPA
OPA dans le périmètre que vous avez autour de vous. Une première OPA RU qui vient de se terminer sur la deuxième commune du territoire qui s'appelle Coutras. Pourquoi Coutras? Parce que c'est un bourg constitué avec du patrimoine d'avant 1948, vacant pour partie, avec des problématiques d'indécence ou d'insalubrité. Et puis c'est aussi une ville-gare. Et on vient de lancer en septembre là, la troisième opération. Alors elle est multisite en vérité, sur une autre commune qui s'appelle Saint-Médard-de-Guizière, qui est un peu plus loin. Pourquoi? Parce que pareil, tissu ancien, reconstruire la ville sur la ville, donc le débat sur le ZAN, eh bien, on a des villages qui sont vides, eh bien, allons les remplir plutôt que consommer, d'autant que cette ville, c'est une ville-gare. Et troisième commune, pareil, c'est une petite commune qui s'appelle Guîtres, qui est charmante, je vous invite à y aller, mais qui est dans cette logique de déprise, y compris du commerce, de l'habitat. Donc on a des dispositifs animés qui maillent l'ensemble du territoire, plus ou moins virulents dans le rapport aux propriétaires bailleurs notamment. C'est depuis que tout ça existe 1500 logements qui ont été rénovés. On a accéléré l'année dernière, on a, je ne sais plus, à peu près doublé, en tout cas fortement boosté les aides dans le contexte guerre en Ukraine, justement, renchérissement de la facture énergétique. Et donc, on a souhaité pousser et accélérer et faire franchir un pas de bascule à notre population pour justement faire des économies d'énergie. En moyenne, parce que je signe des arrêtés toutes les semaines, c'est 50% de gains, de gains de performance. Donc c'est souvent deux gestes, parce que très franchement, les rénovations globales, elles se comptent sur les doigts d'une main, parce que souvent c'est 50 000 €. Donc là, on est dans des niveaux d'investissement qui sont très complexes. Et sur les publics très modestes, on est sur des niveaux d'intervention de quasi, j'ai des exemples, à 95%, 97% de subventions, avec tout un dispositif d'accompagnement, parce que pour ceux qui ont eu à se frotter à ces travaux-là, celui qui est capable d'écrire les subventions pour les nuls dans la rénovation de mon logement, bon courage, quoi, parce que franchement c'est un maquis. Après, on a une conviction, c'est que quand on veut avoir des subventions, on sait aussi s'y prendre. Mais on a, nous, des plateformes qui aident nos habitants à faire ce travail-là, et on a même une caisse d'avance, c'est-à-dire que quand on fait des travaux, on doit faire l'avance. Ça, c'est difficile. Et donc, pour les publics les plus modestes, on a une caisse d'avance, et on fait ça avec un organisme qui s'appelle ProCivis, qui fait la compte de 25-30%. Donc, quand vous mettez une pompe à chaleur, c'est 15 000 €, tout le monde ne peut pas avancer 5 000 €. Et on a aussi la Fondation Abbé Pierre qui intervient sur des problématiques beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus complexes, qui font moi j'ai des exemples sur le territoire où un logement propriétaire occupant a été complètement rénové avec un reste à charge zéro. C'est pas la majorité bien entendu, mais ça existe. On a aussi, donc là c'est très directement une politique publique pour l'environnement, pour éviter de consommer de l'énergie, mais c'est aussi vraiment du pouvoir d'achat, parce que quand je regarde les restes à charge, parce qu'on a le scan complet des revenus des pétitionnaires, on voit bien à quel point cette politique a du sens. On intervient aussi sans condition de revenus. Alors évidemment à un niveau moindre, parce qu'on considère que là aussi il faut que tout le monde s'y colle, et on a envie de faire se déclencher ces gestes-là, compte tenu de la typologie du patrimoine bâti que vous voyez sous vos yeux et qui est très largement répandu sur le territoire, en même temps qu'on a aussi beaucoup de constructions d'avant 1974. Je ne sais pas d'ailleurs si celle d'après 1974, parce que sur notre territoire, quand vous venez de Bordeaux à Libourne, c'est la vallée des lotisseurs, c'est-à-dire que vous avez IGC, vous avez Maison Phoenix, vous avez Demeure de la Côte d'Argent, vous avez HDV, vous avez tout le monde. Et ce département s'est beaucoup étalé. Donc je ne sais pas ce que ces logements deviendront dans quelques années du point de vue de la performance énergétique, mais peut-être qu'on aura un enjeu là-dessus. Sur le volet copropriété, enfin, j'en terminerai là-dessus. Alors là, nous, on est rentré un peu plus récemment, c'est vrai. Je crois on est une agglomération rurale de 90 000 habitants, finalement assez récente, et donc les dispositifs, on les prend les uns après les autres, et la maturité, je pense, des territoires fait que forcément on est arrivé sans doute un peu après les métropoles là-dessus. Je crois qu'on a de tête une soixantaine de copropriétés sur le territoire, et dorénavant on vient intervenir parce qu'on a senti que, d'abord il y avait MaPrimeRénov', je crois qu'elle intervenait assez largement, mais on a senti que dans les discussions, dans les assemblées générales,
il fallait un petit coup de rein supplémentaire pour aider le syndic à obtenir le vote. Et donc on a fait voter, dorénavant, on intervient sur des copropriétés voilà, qui sont en voie de dégradation physique des logements, mais dégradation aussi sociale. Donc on a un peu sur le volet très, comment dire, incitatif, puisque là c'est de la subvention, un panel assez large et qui fait qu'aujourd'hui on a musclé, donc c'est un peu plus de 400 logements par an qu'on rénove sur le territoire. Et par l'absurde, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut rénover. C'est en 3 ans et demi qu'on devrait pouvoir régler la problématique de nos ménages en situation de précarité énergétique. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, et donc cette politique publique-là, il faut jamais l'affaiblir, mais on la pousse en tout cas à son maximum. Merci pour ce panorama très clair. Isolde, on va revenir sur les types de profils qui sont concernés par les logements précaires énergétiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau national? Quel type de profil, quel type de ménage? Est-ce qu'il y a des fortes disparités géographiques? Est-ce qu'il y a des grandes tendances de fond à l'échelle nationale, ou est-ce que c'est très segmenté à une échelle plus régionale, voire infra-régionale? Après, j'espère que je pourrai parler des aides aussi, parce qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ces chiffres sur le plan local et de voir effectivement pourquoi c'est si compliqué de lutter contre la précarité énergétique, parce qu'effectivement, le nombre de ménages concernés est très très limité au regard des... Il y a assez peu de bénéficiaires, malgré le nombre d'éligibles. Alors effectivement, le profil, j'avais fait... voilà, ça c'est une extraction des chiffres clés de la précarité énergétique. Donc il faut savoir qu'on édite tous les ans, 2 fois par an, le tableau de bord de la précarité énergétique sur le site onpe.org. Et donc effectivement, vous verrez qu'il y a un quart des Français qui déclarent souffrir du froid pendant au moins 24 heures, et dont 42% pour des raisons financières. Ça veut dire qu'il y a 42% de ces ménages-là qui ne se chauffent plus parce que leur facture est trop élevée. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails. Je voulais quand même juste rebondir sur la question de la restriction que vous aviez évoquée. Il y a 75% des Français qui disent qu'ils restreignent leur consommation de chauffage pour ne pas avoir de facture trop élevée. 75% des Français. Donc ça, c'est des taux qui sont extraits d'un sondage qui est mené tous les ans par le médiateur national de l'énergie, et qui nous permettent d'identifier que tous ces indicateurs déclaratifs, votre facture d'énergie est un sujet majeur et une préoccupation majeure pour vous, etc. Tous ces indicateurs-là montrent qu'il y a une très, très grande difficulté actuellement pour ces ménages à faire face à leurs factures, mais c'est pas étonnant étant donné l'augmentation du coût de l'énergie. Et là aussi, vous retrouverez donc tous les indicateurs dans le tableau de bord. Mais juste pour rappel, il y a 80% des ménages qui sont chauffés avec électricité et au gaz. Et quand on reprend donc ces 2 sources d'énergie, le prix de l'électricité il a augmenté de 7% en 2022, de 14% en 2023. Quand le prix du gaz a augmenté de 20% en 2023, après une augmentation de 25% en 2022. Je vous livre rapidement, un peu brutalement ces chiffres, mais pour vous montrer qu'effectivement, l'écart entre le revenu moyen des ménages, et je ne parle pas donc des plus pauvres, je parle vraiment de quand on prend peut-être sur la slide suivante, là, le niveau de RSA, RMI qui se maintient, qui augmente évidemment, mais de façon continue. Évidemment, il ne peut pas faire concurrence à la flambée des prix de l'énergie. Et on voit bien que l'écart entre ses revenus et sa facture ne cesse d'augmenter. Donc évidemment, de facto, c'est les ménages les plus modestes qui ont le plus de difficultés. Donc, qui sont ces ménages les plus modestes? C'est effectivement ceux qu'on connaît bien. Alors, soit le taux d'effort énergétique indique surreprésente les personnes âgées, propriétaires occupantes, en milieu rural, de grandes fermes isolées qui sont chauffées par du fuel. Et donc, voilà, ça, c'est une catégorie qui est très, très, très prégnante. Avec toutes les difficultés qu'on connaît sur ces gens en milieu rural, et je ne parle pas de la mobilité qui surajoute
des dépenses contraintes pour ces ménages. Et puis, les ménages qui se plaignent du froid, c'est plutôt des ménages qui sont concentrés dans des grandes agglomérations, qui sont plutôt plus jeunes, plutôt isolés, avec voilà, les profils qu'on connaît, surreprésentation de familles monoparentales, de jeunes étudiants. J'en parlais dernièrement avec une étudiante. Effectivement, c'est souvent ceux qui sont victimes de marchands de sommeil dans des grandes villes et qui payent à prix d'or leur logement. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée sur ces profils-là. Merci. Alors, on va passer aux solutions. Alors, il y en a énormément, mais on va faire un zoom sur 3 types de solutions. D'abord, avec András Litvák, les solutions concernant le bâti ancien, donc constructives. Vous nous avez parlé de leviers d'augmentation de la performance énergétique dans le bâti ancien, que vous allez pouvoir nous détailler maintenant avec un support à l'écran. Oui, effectivement, le bâti ancien, donc à travers cette dizaine de millions de résidences, offre un gisement potentiel d'économie d'énergie. On a vu qu'il y avait des dispositifs donc, pour favoriser la demande, mais l'idée aussi c'est de voir que que le marché s'organise et que l'offre se structure et qu'on ait une montée en compétence des professionnels. Et donc c'est là que ça devient compliqué parce que autant sur les deux derniers groupes, je dirais les 30 Glorieuses et post crise énergétique, on est sur des matériaux industrialisés, avec de la production de masse, et on peut commencer à évoquer la notion de réponse universelle, certains l'ont proposé. Dans le cas du bâti ancien, on est sur du spécifique en fait, et donc il faut faut réellement se creuser les méninges pour pouvoir trouver la solution à chaque cas, qui va donc pouvoir apporter une réponse technique, mais qui derrière avec des enjeux économiques, sociaux, de politique publique, d'attractivité et de développement économique pour les centres-villes. Donc il est primordial qu'en face de cette demande qui doit être structurée, on mette en face une offre. Et cette offre, en fait, elle doit, et c'est là que je dirais le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, l'offre, alors il y a des très très bons professionnels en France, que ce soit des architectes, des maîtres d'œuvre, qui prescrivent les bonnes solutions. Il y a des très très bonnes entreprises qui savent mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, en termes d'échelle, il y a encore du chemin à faire. Donc il y a cette montée en compétences que l'on doit proposer aux professionnels pour essayer de résoudre ces problématiques. Et la problématique technique, si je veux la résumer très simplement, c'est qu'on a un bâtiment dont on ne sait pas très bien comment il est fait. On sait qu'il peut bien fonctionner, par exemple, grâce à son inertie thermique. Lors des épisodes caniculaires, il va peut-être proposer des meilleures solutions que le bâtiment lambda, qui peut être mieux isolé, mieux isolé techniquement, réglementairement sur le papier, mais qui va présenter des atouts intéressants. Inversement, en termes de renouvellement d'air, en termes d'infiltration, d'étanchéité à l'air, ces bâtiments-là ne présentent pas les meilleures caractéristiques. Donc, ce qu'il faut, c'est que les professionnels qui veulent travailler sur ce sujet-là, ils doivent... La première étape qui est totalement indispensable, c'est qu'ils fassent un bon diagnostic. Et aujourd'hui, la nécessité, c'est de leur donner les outils pour faire ce diagnostic et pour bien comprendre comment traiter le problème pour éviter d'arriver à des dysfonctionnements. Tout à l'heure, quand j'ai dressé le triple challenge que doivent relever, donc par rapport à l'impact, les enjeux environnementaux, par rapport aux enjeux architecturaux, par rapport aux enjeux techniques, la technique, en fait, il faut savoir que dans le cas de rénovation énergétique de logement, dans le cas du remplacement des menuiseries, il y a une part très importante, je crois que c'est 50%, qui donne lieu derrière à des dysfonctionnements de la ventilation, du renouvellement d'air, parce que dès lors que l'on étanchéifie grâce à des menuiseries qui sont plus étanches, si on n'a pas réfléchi sur la question du renouvellement d'air, on va vraiment créer une cocotte minute à l'intérieur avec des problèmes de condensation qui peuvent donner lieu à de la moisissure et à des pathologies constructives qui peuvent détruire un logement. Donc il faut bien comprendre ça, et je vais donner une image.
donc, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est former les professionnels au diagnostic préalablement à toute intervention. Et si je donne donc diagnostic, c'est vraiment la première étape indispensable. Et c'est un petit peu l'image qu'on a. Enfin, le rénovateur, c'est un petit peu un curateur. En fait, c'est un médecin. Et en fait, c'est pas un médecin véritablement, c'est un vétérinaire. Parce qu'en fait, son patient, c'est un animal qui va pas parler, qui va pas lui dire ce qu'il a. Et donc, il doit deviner ce qui est le souci pour mettre en place des solutions techniques adaptées. Donc, c'est à travers les outils qu'on développe au niveau du collectif CREBA qu'on propose de les aider à bien comprendre les enjeux transversaux qu'il y a dans les différents bouquets de travaux possibles pour derrière les mettre en œuvre. Et évidemment, certains nécessitent une bonne compréhension de la maîtrise d'œuvre et de la conception, des bonnes compréhensions de la mise en œuvre sur les chantiers. Mais ça, les bons élèves, il y en a partout. Et les cancres ne sont pas du tout spécifiques aux bâtis anciens. Et les meilleurs élèves, on peut les trouver là. Donc, il y a, je dirais, une approche technique avec donc ces spécificités du bâti ancien, qu'il faut bien comprendre le problème pour poser le problème et ensuite pour trouver des solutions pour éviter de faire des bêtises, parce que des bêtises, malheureusement, on peut en voir. Et puis il y a un deuxième sujet qui est moins technique, qui est l'usage, le rôle vraiment prépondérant que prend l'usage des bâtiments, parce qu'un bâtiment, c'est pas fait pour faire des économies d'énergie, que ce soit un logement ou un bâtiment public, c'est fait pour répondre à un usage. Et par rapport à la question de la précarité énergétique, par rapport à la question des épisodes caniculaires, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec des représentants du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Justice, qui sur leurs propres bâtiments ont des fonctionnements particuliers, et notamment qui sont liés à des contraintes parfois avec des bâtiments anciens, ils nous disent que par rapport à la saisonnalité, il y a une réversibilité saisonnière, et voire même au niveau de la journée, des 24 heures, d'adapter l'usage du bâtiment par rapport à ces questions d'épisodes caniculaires. Je donne deux exemples. Le premier, c'est celui du ministère de la Justice. On a travaillé sur la rénovation du palais de justice de l'île de la Cité, donc on est bien sur du bâti ancien, par rapport à des problématiques de renouvellement d'air, de ventilation et de performance hygiénique. Et pour des raisons de confidentialité, des bâtiments, des bureaux doivent être fermés et le renouvellement d'air ne se fait pas bien. Et les responsables du ministère de la Justice nous disaient qu'ils commençaient à envisager d'avoir des périodes pour certains types d'usage du bâtiment adaptés quand il fait chaud, quand il y a du bruit dehors et qu'on ne peut plus ouvrir les fenêtres pour ventiler, et quand il faut fermer la porte pour des questions de confidentialité. Deuxième point, l'éducation nationale. Les écoles, elles sont dans des villes, elles s'intègrent par rapport à ce que fait la ville. Et donc là-dessus, hier par exemple, j'ai assisté à une conférence sur l'école de demain. Adapter l'usage de la ville, l'usage du bâtiment, les bâtiments scolaires, ils sont utilisés un tiers du temps. Sauf que les examens, ils sont passés en été. Ils se passent l'été. Et donc, alors, il faut voir un petit peu pardon de vous comment... couper, parce que je sais que Stéphane, très peu de temps sur l'articulation, parce que là, vous passez l'articulation avec les espaces publics, effectivement, les bâtiments publics qui sont aussi rénovés énergétiquement. La question des écoles est très intéressante, notamment en lien avec les performances cognitives des élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur ce que vous faites pour la rénovation des écoles et des cours d'école à Bordeaux ? Oui, merci. Bon, je suis vraiment désolé, mais j'ai des contingences personnelles qu'il faut que je dois partir. Je voulais quand même dire un tout petit mot sur le débat qu'on a eu avant en réaction à ce que vous avez dit, parce que le constat que vous faites, on le retrouve sur Bordeaux Métropole. Les maisons individuelles, c'est facile. Je mets des guillemets, mais c'est beaucoup plus facile. Les copros, c'est extrêmement long et extrêmement compliqué. Déjà, arriver à prendre une décision dans une copro, c'est pas simple. Et une fois qu'elle est prise, c'est encore très long. Pour peu que les copropriétaires changent au milieu, etc. C'est vraiment complexe. Je regardais les chiffres. Bordeaux Métropole, c'est 10 000 copros.
450 000 logements en copro. Bordeaux, c'est 7 000 copros, 170 000 logements en copro. Donc ça veut dire que nous, on a beaucoup de logements qui sont en copro, beaucoup de petites copros, de copros de taille moyenne, et 70% des copros à Bordeaux qui sont des copros bénévoles. Donc en plus, quand vous avez un syndic de copros bénévoles, c'est encore plus difficile de les engager dans un processus de travaux. Et si je reviens à mon intervention initiale, qui était le macro et le micro, c'est très bien qu'on arrive à accompagner plus facilement les maisons individuelles, mais si on veut faire de la masse, il faut qu'on aille dans les copros. Parce que là, la métropole, elle accompagne aujourd'hui de manière assez conséquente 3 ou 4 copros, c'est 3-4 fois 500 logements. Parce que c'est des grosses copros, donc tout de suite, les 2000 maisons, on va mettre plusieurs années à les faire, alors que les 2000 copros, on va pouvoir massifier rapidement. Donc il faut absolument qu'on arrive à débloquer la réhabilitation et la rénovation sur les copros. Et donc du coup, moi, ce qui m'étonnait, en tout cas dans les évolutions qu'on voit aujourd'hui, c'est les dispositifs animés, ils ont vocation aujourd'hui à s'éteindre. Nous, on nous dit les PIG, plus de PIG à partir de 2025. Alors que le PIG est un dispositif animé quand même plutôt intéressant. Et on nous dit c'est les MAR qui vont remplacer les PIG. Je ne suis pas convaincu qu'un MAR aille accompagner de la même manière nos petites copros de centres anciens. Je referme la parenthèse, mais c'est un point qui me semble important. Deuxième sujet, sur les solutions. Il y a des solutions techniques par l'isolation, etc., évidemment, à l'échelle du logement. Nous, de plus en plus, nos règlements métropolitains, ils amènent aussi à travailler à l'échelle de la copro. Parce qu'un propriétaire qui engage des travaux uniquement sur son logement, il aura plus de mal à s'engager sur de nouveaux travaux à l'échelle de la copro. Alors qu'une des sources aussi d'isolation, ça va être la toiture, les parties communes, etc. Donc il y a aussi un enjeu quand même à privilégier la rénovation globale, même si c'est difficile. Parmi les solutions qu'on a aussi, c'est pour lutter contre pour le confort d'été, on va dire plutôt. Déjà, c'est intéressant parce que même sur le logement neuf, c'est une problématique assez récente puisque le confort d'été n'est pas pris en compte dans la RT 2012 ou alors à la marge. Elle l'est dans la RE 2020, 2025, 2028, mais du coup, c'est maintenant, c'est hyper récent. Donc même la question du logement neuf se pose depuis pas longtemps sur cette question du confort d'été. Sur le logement en centre ancien, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a beaucoup à Bordeaux et qu'on travaille avec InCité. Il y a qu'est-ce qu'on fait à l'échelle du logement, mais qu'est-ce qu'on fait à l'échelle de la ville? Parce que nous, ce qu'on constate à Bordeaux, mais c'est aussi vrai à Libourne, c'est des cœurs d'îlots qui ont été construits, alors qu'à l'époque, c'était des petits jardinets, des petites cours, et on est venu dans le passé, rajouter un logement, 2 logements, qui sont souvent des logements insalubres, parce qu'ils ne voient pas le jour, etc. Et on a supprimé des petits espaces de verdure pour les construire, et on rajoute aussi un effet îlot de chaleur urbain qui vient encore une fois, encore davantage réchauffer les logements. Donc un outil qu'on a à travers l'aménagement des centres anciens, c'est aussi recréer des espaces végétalisés, notamment dans les cours d'immeubles, pour amener un petit peu de fraîcheur. Et moi je suis convaincu d'une chose, et je vais faire le lien avec la question des écoles, c'est que il faut qu'on mette toute l'énergie à notre disposition pour travailler la question du confort d'été, en particulier sur les immeubles anciens, mais on n'arrivera jamais à résoudre totalement la problématique. Quand on aura des étés très chauds, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, il fera très chaud dans les logements. Donc on aura limité la casse. Il ne faudra pas qu'on ait recours à la climatisation parce que l'impact climatique ne sera pas bon. Donc finalement, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens de vivre dans la rue aussi, comme c'est le cas dans de nombreux pays chauds. Donc il faut qu'on aménage nos espaces publics, plus d'espaces verts, plus de parcs, et qu'on identifie tous ces territoires qui sont sous-utilisés. Nous, à Bordeaux, on a un plan qu'on a appelé le plan cours buissonnière, école buissonnière. C'est en 10 ans, on va végétaliser toutes les cours d'école de Bordeaux. C'est 115 cours, donc c'est notre plus gros poste de dépenses d'investissement, c'est celui-ci. Et l'objectif, il est ensuite, le soir, le week-end et pendant les vacances, d'aller ouvrir les écoles pour que les voisins aient accès à cette cour d'école végétalisée. On va commencer par 2 écoles au mois de novembre de cette année. On va expérimenter cette ouverture-là en se disant, c'est l'hiver, donc on n'est pas trop sur le sujet du confort d'été, mais ceci dit, il y a quand même des gens qui n'ont pas l'extérieur, donc ça va être un moyen de l'essayer avant l'été prochain. Et ce qu'on fait, en fait, c'est que nous, on a des agents dans les écoles qui, en gros, font quelques heures de ménage, qui s'occupent de la cantine et qui sont des contrats de 17 heures, donc des contrats extrêmement précaires. Donc on leur a proposé, en tout cas pour ces 2 écoles d'expérimentation, de leur rajouter des heures, le samedi notamment, et ces personnes qui, du coup, vont pouvoir avoir un peu plus d'heures de travail et un peu plus de salaire, ce qui n'est pas inintéressant non plus, qui vont aller ouvrir les écoles les week-ends et pour pouvoir accueillir, etc., dans cette logique de foisonnement des usages. Et il faut effectivement qu'on réfléchisse à comment est-ce que tous ces espaces sous-utilisés peuvent être mis à disposition des habitants l'été pour leur rendre en tout cas les temps plus faciles. Voilà. Et je vous remercie et je vais vous quitter, mais à très bientôt. Merci beaucoup. Peut-être, Andrés, si vous voulez compléter sur la question de la qualité de l'air intérieur dans les écoles rapidement, et après on passera aux espaces refuges avec Jean-Philippe Le Gall pour faire un petit zoom sur quelques espaces publics.
En fait, le sujet des écoles, c'est une bonne transition. Ça permet un refuge. C'est la qualité de l'air et plus largement du confort. En fait, c'est des choses. Ça fait 30 ans qu'il y a des études qui ont démontré que lorsqu'on améliore la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments tertiaires, on améliore la productivité des gens qui y travaillent. Et donc, on ne va pas parler de productivité par rapport aux écoles, on parle plutôt de performance cognitive. Et on a démontré que lorsqu'on augmente le taux de renouvellement, le taux de ventilation, pour arriver on l'améliore de manière à être sur des seuils en augmentant 2 fois le taux de renouvellement d'air, on gagne entre 2 et 12% de performance cognitive en termes d'acuité, de rapidité, d'exécution de tests simples. Donc après, la question, c'est de savoir quelles conditions de confort on veut offrir dans les écoles ou dans les bureaux aux occupants par rapport à la facture énergétique que ça va rendre. Et c'est juste un choix. C'est juste un choix. Au niveau du CEREMA, on travaille sur un programme qui s'appelle École de demain. Et donc, je vous invite à ceux qui sont curieux de télécharger ce rapport École de demain. Vous tapez CEREMA École de demain et qui traite toutes les questions qu'a soulevé, qui pose en fait toute la problématique de la transversalité des usages, de la concertation, de la cantine, de la réversibilité des espaces et naturellement du confort à l'intérieur des bâtiments. Et aujourd'hui, la question que je pose, ce sont des choix politiques. Alors je me tourne vers le politique qui est à ma droite. Mais c'est ça, en fait, la connaissance, on l'a. Et c'est où est-ce qu'on met le curseur pour amener des espaces qui sont plus confortables, plus adaptés par rapport à l'occupation qui en est faite. Jean-Philippe Legal. Oui, alors la ville, c'est un système urbain qu'on conçoit pour nos habitants. On a beaucoup parlé hier d'eau, d'assainissement. Là, sur cette table ronde, on a parlé de logement. Je crois que ça marche aussi avec un troisième aspect qui est un ingrédient, à mon sens, essentiel des politiques publiques quand on conduit une logique d'attractivité d'une part, et puis d'une logique de se soucier du bien-être de ses habitants. Les espaces publics sont un élément, de mon point de vue, essentiel. Et donc c'est quand on arrive à marier une stratégie sur les espaces publics, une stratégie sur l'habitat, on vient largement de l'évoquer, et puis une stratégie sur les mobilités et la spatialisation des emplois, qu'on arrive à créer une dynamique un peu vertueuse qui, je crois, se passe un petit peu en ce moment à Libourne. Et donc, je l'ai dit hier, mais je ne m'étends pas, mais on a réalisé beaucoup d'espaces publics et on le fait à chaque fois avec la logique de la fonctionnalité, des aménités, de l'esthétisme, bien sûr, mais aussi du confort, parce que d'une certaine manière, ce que je disais hier, lorsque nous sommes allés sur le Square Joffre, c'est le jardin de ceux qui n'ont pas de jardin. Et donc, dans des villes qui sont très minérales, vous avez vu, il y a de la pierre partout et en même temps, il y a de l'eau aussi partout. Il n'y a pas suffisamment de tâches végétales et donc on s'attache, notamment dans les centres urbains, à le faire. C'est fait, Stéphane Pfeiffer vient d'en donner des exemples à Bordeaux dans les écoles. On le fait également ici, comme dans plein d'endroits en France, mais l'espace public nous donne l'opportunité de recréer des îlots de fraîcheur. Donc là, vous avez ce premier exemple. C'est pas le plus bel exemple d'îlot de fraîcheur. De la ville. Malgré tout, vous avez à votre gauche une forêt. On va recréer une place à votre droite qui sera très largement végétalisée, mais à différents endroits de la ville. Et hier, c'était un bel exemple, le Square Joffre. Vous pouvez les dérouler. Encore. Au-delà du fait de dire que l'espace public, c'est aussi le jardin de ceux qui n'ont pas le jardin. Et comme je l'ai dit hier, c'est aussi ce qui fait société, c'est aussi ce qui crée la cohésion entre les habitants, ce qui me semble un élément important dans les politiques que nous menons. Et là, c'était pas la saison où c'était le plus développé, puisque c'était vraiment à la livraison de cet espace, mais sur ce site, vous avez 12 000 plantes basses qui ont été plantées, un certain nombre de strates végétales hautes, et ça, on l'a dupliqué dans plein de quartiers. Peut-être vous pouvez mettre la dernière slide. À chaque fois qu'on a réaménagé un espace public, on le conçoit dans sa fonctionnalité. Souvent, on le conçoit dans une logique de rééquilibrage
en tout cas dans cette ville, de la place de la voiture par rapport au reste. Et le reste, c'est la place des mobilités, des piétons, on l'a dit hier, mais c'est aussi la trace du végétal, c'est aussi les logiques de désimperméabilisation. Et donc, on a construit des projets vraiment à la lumière de ces grilles d'analyse-là. On est allé même s'attacher une petite société, une start-up bordelaise qui s'appelle Net Carbone, qui, y compris dans la pédagogie avec nos habitants, en venant expliquer pourquoi on allait enlever quelques places de stationnement, pourquoi on allait un peu plus planter d'arbres. Oui, il y a des feuilles aux arbres, mais ça rafraîchit les arbres, parce que c'est aussi ça qu'on nous dit. Eh bien, on arrive à faire de la pédagogie des politiques publiques en expliquant qu'un arbre, je ne sais plus combien ça capte de CO2, mais enfin, c'est assez... pas ridicule, parce que c'est essentiel de le faire, mais l'enjeu, il faudrait tapisser Libourne presque d'arbres pour relever l'enjeu de l'autonomie en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, l'espace public, c'est important, et je pense qu'on peut construire des choses très simples qui sont quelquefois moins coûteuses que des bordures, on l'a vu ce matin, que de l'imperméabilisation, qui donne du sens et qui recrée des espaces de quartier. On a une petite place tout près d'une école, dans un quartier bien identifié ici, qui était une nappe 100% minéralisée, et où on a retrouvé 50% de désimperméabilisation, et on en a fait une micro-forêt, parce que c'est vraiment une micro-forêt, et c'est le support à une vie de quartier. Je crois ce qu'il faut dans les politiques publiques qu'on conçoit, en même temps qu'on fait de l'habitat, autant qu'on puisse le faire, en tout cas d'un point de vue financier, concevoir l'espace public, parce que c'est deux choses qui fonctionnent en même temps, et c'est ça qui crée, je crois, une dynamique vertueuse dans les politiques que nous menons. On va terminer avec, alors non pas une boule de cristal, mais Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot du futur des programmes aidés, compte tenu des variations du budget de l'ANA? On sait qu'on est en plein contexte de projet de loi de finances et de vote du budget. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus? Et puis peut-être sur Jean-Philippe Le Gall, vous me parliez de l'habitat libournais de demain. Repenser aussi l'habitat libournais, la maison bordelaise à plus large échelle. Je crois que Andrés Lidvac avait aussi peut-être des pistes à donner avec des études menées au sein du CEREMA sur justement l'habitat de demain, puisque ça pose la question plus largement de comment est-ce qu'on fait mieux, au-delà de la performance énergétique, pour habiter mieux nos logements demain. Alors pour les moyens, effectivement, c'est pas mal la boule de cristal quand même, mais pour les moyens pour 2025, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les budgets de l'ANA, enfin de MaPrimeRénov' en général, que ce soit pour les parcours accompagnés ou pour les gestes simples, c'est un budget qui est très compliqué. Donc les annonces du gouvernement, en général, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est de la communication. Parce que vous avez une ligne budgétaire, mais l'ANA aussi a des enchères carbone. Je sais pas si vous connaissez les enchères carbone sur la quota carbone des industries. Ils récupèrent un peu de cet argent-là. Et puis, ils ont maintenant aussi des certificats d'économie d'énergie qui vont financer les parcours accompagnés. Et puis avant, il y avait aussi plusieurs lignes. Donc c'est très compliqué de savoir en fait où on en est vraiment. On le sait quand le budget de l'ANA il est voté en fait à la fin de l'année. Mais l'ordre de grandeur là qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire qui était autour de 2,3 milliards pour l'ensemble MaPrimeRénov', ça ressemble en fait à ce qui était le budget réel de cette année, pas celui qui était annoncé, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il a baissé plusieurs fois. Bon. Ça ressemble un petit peu à ça au final, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu plus via d'autres sources de financement. Donc ça va être le même ordre de grandeur de cette année. Là, il y a deux questions après qui se posent. Principalement, c'est quelle est la part qui va au MaPrimeRénov' simple versus parcours accompagné. Et comme était dit, à l'intérieur du parcours accompagné, la part qui va aussi au programme piloté par les collectivités. Parce qu'il y a une partie du parcours accompagné qui n'est pas piloté par les collectivités, qui est avec des accompagnateurs Rénov'. Et donc ça, on le sait plus ou moins en fin d'année, puis après on le sait surtout petit à petit, quoi, sur la part qui est consommée. Ce qui est probable, c'est quand même, et ça c'est en lien avec la deuxième question, c'est que ça va quand même monter un petit peu, parce que là, contrairement pareil à ce qui a été communiqué, il n'y a pas une sous-consommation. Enfin, c'est que vu qu'il y a eu un gros changement en début 2024 du programme, entre guillemets, c'est reparti à zéro. C'est-à-dire qu'au début de l'année, tout le monde a attendu le nouveau programme. C'est normal, dans plein de domaines, c'est pareil. Et on voit par contre que les dépôts de dossiers, ils augmentaient assez vite. Là.
Donc si vous voulez, ça c'est des subtilités entre les engagements, les dépôts, etc. Donc les consommations, là, le nouveau programme avait l'air quand même de partir sur du plus 60%. Et donc, a priori, la part qui est parcours accompagné devrait monter l'année prochaine, sauf s'ils font une coupe. Alors là, ce qui serait catastrophique, puisque c'est ce qui était déjà passé, mais bon, un jour sans fin, ça existe dans plusieurs domaines. C'était ce qui était déjà passé en 2015, où le programme dit Habiter mieux à l'époque commençait à monter fort. Il avait été coupé, parce que voilà, il était coupé, et ça avait eu des grosses conséquences, parce que les ménages après perdent un peu confiance. Enfin, voilà. Donc là, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'il va y avoir un peu de pérennité sur ça. Et là, dans ce cas-là, ça pourrait monter un petit peu, en tout cas la part des programmes accompagnés. Isolde, si vous voulez compléter. Oui, parce que nous, c'est vraiment des chiffres qu'on observe et on a parmi nos 30 partenaires nationaux à l'ONPE, l'Observatoire national de la précarité énergétique, on a évidemment l'ANA qui nous renvoie tous les ans les données sur chacune des aides. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2023, MaPrimeRénov' Sérénité, c'est 30 166 propriétaires occupants. Voilà, c'est sûr que comparé aux 12 millions de personnes en précarité énergétique, on voit bien que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, parmi eux, il y a 70% de ménages modestes. Donc effectivement, vous avez raison, le nombre de dossiers a diminué de 12%, mais le montant a augmenté de 850 € pour un montant moyen de 16 000 euros environ, quoi. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les barèmes ont évolué. Là, on le disait tout à l'heure, les collectivités et l'ANA arrivent à un reste à charge qui peut être extrêmement séduisant et persuasif, évidemment, puisque c'est souvent le problème du reste à charge qui est un frein majeur au déblocage du dossier. Il y a aussi d'autres freins, et là je vous invite à regarder là aussi sur le site de l'ONPE, et on va valoriser ces différentes publications lors du colloque du 5 décembre à Lyon. On a fait tout un travail socio-ergo sur quels sont les freins et les obstacles à l'instruction des dossiers d'aide de financement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a peu de ménages qui finalement finissent par sortir de tout ce parcours un peu complexe, et on voit bien que la durée d'instruction est extrêmement significative. Enfin, le fait que entre le début, le premier devis, et puis l'instruction un an après, le prix des matériaux, du coût de la main-d'œuvre ont impacté le devis, donc il faut recommencer, etc. Donc c'est extrêmement dissuasif pour ces ménages qui ont eu plusieurs interlocuteurs. Enfin voilà, ça met en évidence un certain nombre de freins. Donc moi, vraiment, je vous invite, tous ceux qui travaillent sur ces questions de pourquoi il y a si peu d'élus alors qu'il y a autant d'éligibles qui sont aujourd'hui bien identifiés. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire, le 5 décembre, si vous souhaitez, l'Observatoire national de la précarité énergétique organise un grand colloque sur toutes ces questions-là, donc que ce soit l'excès de chaleur. On l'a derrière. Et voilà, parfait, merci. Est-ce que j'ai un train à prendre? Oui, non, mais on va finir. Parfait. Du coup, ouais, alors on va... Pour conclure, un mot sur le... Et rapidement, oui. Penser l'habitat girondin de demain. Déjà, aller habiter nos villes et nos villages et aller les remplir. Parce qu'on a un territoire où il y a 9 gares. Et dans tous nos villages, il y a des maisons avec des volets fermés, premièrement. Deuxièmement, et là c'est un clin d'œil à Andrés Litvak, comment on imagine cette maison qui est derrière moi face aux événements climatiques et comment on la rend robuste, vivable. Il a été évoqué la question des bouilloires thermiques. J'aime bien l'expression parce que dans cette ville où il y a énormément de divisions d'immeubles, vous retrouvez des studios sous quasiment tous les toits, là, sous la canopée. Il y a donc forcément invivable été. Donc là, tout un travail est fait. Je salue Quentin Bertrand, le directeur d'Incité. On fait tout ce travail de déconstruction quelquefois du nombre de logements dans les immeubles. Mais la question que je me pose souvent, c'est face aux risques climatiques qui sont les nôtres. Alors je mets la question de l'inondation de côté parce que on peut pas bouger le bâti qui est ici, encore que peut-être que la question se posera un jour, mais comment on la rend performante thermiquement, mais robuste aux événements climatiques que sont les tempêtes et que sont par exemple la grêle, tout simplement. Nous avons été un territoire qui a été grêlé.
l'habitat a été très largement abîmé sur le nord du territoire. Il n'est pas robuste, ça se reproduira. Et donc je suis demandeur, et j'en terminerai par ça, d'être un site pilote en travaillant avec InCité sur une opération d'une vieille maison en pierre qui soit durable et qui soit assurable dans le temps. Parce que cette question-là, à mon avis, va s'imposer dans le débat public. On poursuivra avec les solutions plus tard. Merci beaucoup à tous.